Bonjour à toutes et à tous. Donc, Arnaud Mercier, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait toute ma scolarité à l'Institut d'études politiques de Paris parce que je voulais faire de la politique. Et puis, en deuxième année, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Alors, lâchement, je n'ai pas eu ce courage et je suis allé du côté de l'expertise en faisant un doctorat et puis en me permettant de commenter ce que vous faites plutôt que d'avoir le courage d'aller face aux électeurs. Voilà, je le dis. Et je me suis spécialisé dans les questions de communication politique notamment. Et donc j'enseigne à l'Institut français de presse à l'Université Paris 2 Assas. Et je remercie votre responsable de formation, Basile Famier, d'avoir pensé à moi pour faire cette intervention en duo avec mon voisin qui va se présenter lui-même. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Un lendemain de soir de victoire, donc ça fait plaisir en plus, ça donne le moral, même si certains peut-être ont fêté, ou certaines ont fêté ça tardivement hier soir. Donc je suis Frédéric Dabi, je suis directeur général opinion de l'IFOP. Alors moi je voulais pas être élu, mais effectivement j'ai tout de suite été intéressé par la vie politique. J'avais suivi enfant la campagne de 81. Je ne comprenais pas tout, mais ça me plaisait énormément. Et j'ai toujours travaillé dans les études d'opinion. Vous avez tous en tête la réplique de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Moi, je suis sondeur. J'ai toujours fait ça. J'espère que je ne sais pas rien faire, mais j'ai toujours été dans ce domaine. J'ai travaillé donc à l'IFOP pour la première fois en 1995, lors de la campagne présidentielle, qui a été un fiasco pour les sondages. Pour moi, c'est le plus grand fiasco français, alors que tout le monde se focalise sur le 21 avril 2002. Mais je pense que Arnaud en parlera, j'en parlerai. J'espère qu'on échangera beaucoup et la parole est extrêmement libre sur des propos critiques, sur des questions que vous avez sur les enquêtes d'opinion. Et puis, j'ai quitté l'IFOP début 2000 pour aller à l'Institut CSA, qui à l'époque n'était pas dans le groupe Bolloré, mais qui était un institut indépendant et qui était dirigé par Roland Quérol, qui est un de nos amis, et Stéphane Rosès. Et je suis revenu avec Jérôme Fourquet, qui est venu devant vous en juin dernier, qui est un ami et un collègue depuis un quart de siècle. On est venu fin 2003 retravailler à l'IFOP. Et voilà, sans fausse modestie ni immodestie, l'IFOP est l'institut qui publie le plus d'enquêtes d'opinion et leader avec l'institut Ipsos, avec la figure d'un ami, Brice Teinturier, à être le plus visible dans ce domaine des enquêtes d'opinion. Je vais continuer. Voilà, on va faire chacun un exposé d'une demi-heure. Vas-y. Juste un point. Le titre, c'est « Usage et mésusage des sondages ». Donc, il y a vraiment cette idée d'essayer de présenter, et ça, c'est plutôt Frédéric qui le fera, la fabrique des sondages et tout un tas d'éléments du contexte. Et pour ma part, je reviendrai sur justement 95, 2002, ce genre de choses. Mais je réagirai derrière. Mais, bien sûr. Et sur aussi justement l'alerte, puisque si une formation a du sens, c'est l'alerte sur les mauvaises interprétations des sondages, les mauvais usages des sondages. J'allais dire pour vous mettre en alerte aussi peut-être en tant que futur usager dans des campagnes électorales. Voilà. Et je remercie également Basile Famier de son invitation. Alors, je vais commencer sur une petite demi-heure, après Arnaud, puis je voudrais vraiment qu'on ait presque une heure d'échange et n'hésitez pas à avoir toutes les questions en tête sur les enquêtes d'opinion. Donc, je travaille à l'IFOP. L'IFOP, c'est pas n'importe quel institut de sondage, c'est le plus ancien institut de sondage français. Je pense que vous le savez. Il a été fondé par Jean Stotzel en 1938 et c'était intéressant parce que Jean Stotzel était entrepreneur, journaliste, universitaire, et ça donne le là de ce que sont les instituts de sondage. Nous sommes des entreprises privées, mais on nous appelle institut parce qu'il y a aussi un lien assez fort avec la recherche universitaire, le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, des laboratoires de recherche. L'IFOP créé en 1938. Le premier sondage publié de l'IFOP est un sondage, je dirais, sur un sujet dramatique, les accords de Munich, où on apprend qu'une petite majorité de Français est favorable à l'accord Daladier, Chamberlain, Mussolini, Hitler. Mais ce qui est très intéressant, déjà, et vous le savez, ne regardez pas toujours et seulement
les sondages globaux. Regardez comment les réponses se distribuent selon le genre, selon la génération, selon la catégorie sociale, selon la proximité politique. La catégorie d'âge qui allait être concernée par la guerre était plutôt défavorable aux accords de Munich, comme si elle avait anticipé que c'était un accord plutôt mauvais. Et le fait que votre institut s'appelle Georges Mandel me donne beaucoup de poids pour dire ça. L'IFOP, donc écrit en 1938. Intéressant de vous dire aussi que dès au moment de la défaite de juin 40, une des premières décisions des autorités d'occupation, c'est fermer l'IFOP. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, bon, il y a des critiques sur les sondages d'opinion. Bien sûr, il faut les entendre. Je n'arrête pas de dire que ce n'est pas la réalité, mais ce n'est qu'une perception du réel, qu'en absolu, c'est un moyen qui a des grandes limites, mais en comparaison, par rapport à une tournée des bistrots ou des marchés pour un élu, par rapport à Twitter ou un réseau social, c'est le moins mauvais moyen d'appréhender, non pas la réalité, il faut être très modeste. J'ai toujours travaillé dans les sondages, mais je ne suis pas sondophile, je connais les limites de cet outil et comme l'a dit Arnaud, les mauvaises interprétations, la sacralisation des enquêtes. Mais il est vrai, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus, mais ça va me revenir. Voilà, il faut, au-delà de ces critiques sur les sondages, il y a un lien qu'il ne faut pas nier entre sondage et démocratie, entre sondage et vie démocratique. Fermeture de l'IFOP en 1940, pas d'institut d'enquête dans tous les régimes totalitaires qu'ils soient. Notre ami Roland Quérol, dont on parlait dans un livre qui s'appelle « Sondage, mode d'emploi », raconte qu'il est allé clandestinement en Roumanie sous Ceausescu, au Chili sous Pinochet. Pas de sondage en URSS, pas d'enquête, pas d'institut indépendant dans la Russie de Vladimir Poutine. Et plus récemment, même dans des régimes qui ne sont pas vus comme des dictatures, il arrive très fréquemment que quelques semaines avant l'élection, bon allez, on va interdire les sondages pour être tranquille. Par exemple, en Tunisie, il y a quelques années. D'ailleurs, l'IFOP rouvre, si je puis dire, reprend ses activités en août 1944 pour un sondage qui avait fait à Paris, auprès des Parisiens, au moment de la libération de Paris. Un enquêteur de l'IFOP avait même été blessé. Et je fais une petite parenthèse assez drôle sur le fait que l'opinion ne bouge pas aussi vite qu'on le voit sur les réseaux sociaux, même si je trouve qu'elle s'est réseau socialisée. Elle a beaucoup plus de foucade, beaucoup plus de dynamique, de pics et de creux que par le passé, mais les choses se font quand même sur la longue durée. En 1944, au moment de cette enquête, l'IFOP, les enquêteurs de l'IFOP, demandent qui est-ce qui va le plus contribuer à la probable défaite allemande. Les Parisiens répondent massivement l'Union soviétique. Ce sondage est refait à plusieurs reprises. Il est fait en 1954. Il est fait en 64, en 84, pour les 40 ans du débarquement, une enquête IFOP pour, je crois, Le Figaro, USA Today, The Times, repose la même question et les Français répondent, ce sont les Américains. Et quand on repose cette question systématiquement, c'est toujours les États-Unis qui apparaissent comme le principal contributeur à la défaite allemande. Donc, il y a cette histoire de l'IFOP qui est en situation de monopole jusqu'en 1963, au moment où est créée la Sofres. Et puis maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup d'instituts. Alors, il y a plus de 400 instituts d'enquête en France, mais vous en connaissez qu'une dizaine. Les autres font beaucoup d'enquêtes marketing, qui sont des enquêtes confidentielles, qui ne sont pas vues, mais en matière d'enquête d'opinion, vous les connaissez tous, avec quand même une dominante IFOP, Sofres, qui s'appelle maintenant Kantar, et donc Ipsos. L'IFOP, privilège de l'âge, si je puis dire, a été pionnier sur toutes les enquêtes électorales. Première enquête d'attention de vote au moment des municipales de 1945, si je ne me trompe pas. Première intention de vote présidentielle en 1965. Et 65, c'est un tournant. C'est un tournant parce qu'il y a eu une sorte de concurrence ou de match entre Sofres qui venait d'apparaître, IFOP, et les sondages faits par les renseignements généraux. À l'époque, il y avait des enquêtes faites par les renseignements généraux. Et quelques jours avant le vote du 3 ou du 4 décembre 1965, donc la réélection du général de Gaulle, il y a François, qui était le grand journal de l'époque, tiré à plusieurs millions d'exemplaires, qui publie, et j'ai la manchette dans mon... Oui, dans mon bureau, un titre, les derniers pronostics, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'un sondage n'est pas pronostic, mais c'était l'époque. Ministère de l'Intérieur, De Gaulle, 58%. Sofres, De Gaulle, 49%. IFOP, 45%. Et c'est vrai que ce moment où les instituts ont anticipé
si je puis dire, le ballotage du général de Gaulle, les a installés, et de plus en plus fortement, peut-être même trop fortement, dans le paysage des campagnes présidentielles. 65, c'est aussi un moment particulier où, pour la première fois, peut-être pas à 20h, mais autour de 20h30, 21h, l'IFOP, avec l'agence France-Presse, donne une estimation des résultats et annonce, confirme le ballotage du général de Gaulle. Donc il y a ce côté pionnier, première intention de vote, première estimation. En 1983, lors des municipales largement gagnées par la droite, premier sondage sorti des urnes. Vous savez ce que c'est? C'est un sondage à grande échelle dans toute la France, non pas pour donner les résultats d'une élection, mais pour essayer de comprendre le vote, comprendre les trajectoires électorales qu'ont voté les électeurs frontistes, qu'ont voté les électeurs de gauche, qu'ont voté les ouvriers. Et c'est toujours lors des soirées électorales, encore aujourd'hui, même s'ils ont été remplacés par des enquêtes en ligne plutôt que des enquêtes en face à face à la sortie des bureaux de vote, un moment important de compréhension. Un bulletin de vote, vous le savez, ne parle pas. On peut faire des analyses bureau par bureau, mais ce sont ces sondages qui donnent un peu la radiographie et la cartographie de l'élection. Donc, voilà pour l'IFOP. Vous connaissez le paysage des instituts, mais n'hésitez pas, on pourra répondre avec des questions un peu plus précises là-dessus. Alors, les études d'opinion. Alors, vous savez, dans l'économie des instituts d'enquête et de sondage en France, vous le redis, ce qui est majeur, c'est le marketing, c'est-à-dire des grands donneurs d'ordre qui sont L'Oréal, Procter & Gamble, McDo, enfin, les entreprises du luxe. Et ces enquêtes ne sont pas vues, mais c'est en gros 3/4 à 85% du chiffre d'affaires des instituts d'enquête. L'IFOP est un peu à part parce qu'avec ce nom, Institut français d'opinion publique, il y a une coloration très forte sur l'opinion et on fait un peu plus que les 15-10% d'autres instituts. Mais quand même, ce qui est majeur quand on parle d'enquête et de sondage, c'est ce que vous ne voyez pas. Ce sont ces études marketing. Et de la même manière, je voudrais vous tordre le cou, à deux idées reçues. Premièrement, les médias, beaucoup d'observateurs, les citoyens pensent que tous les sondages sont publiés. Tous les sondages sont publiés. La réponse est bien sûr non. On a en gros 3/4 à 80% d'enquêtes qui ne sont pas publiées, qui sont confidentielles. Quand LR commande à l'IFOP une enquête dans une circonscription, dans une ville, pour savoir qui serait le mieux placé pour enlever la ville à la gauche, qui serait le mieux placé pour conquérir ou conserver une circonscription, ça peut être publié, ça peut être fuité pour montrer que le candidat, la candidate est là. Mais la plupart du temps, ça reste confidentiel. Parce que le sondage, c'est un bien, c'est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas la décision, mais c'est un outil pour un décideur, pour un commanditaire, d'aide à la décision. Alors, tout est publié? Non. Mais par contre, et là je vous donne une information que vous avez sans doute, tout ce qui est publié est accessible. Et ça, c'est quand même formidable pour les citoyens, pour les militants, pour les chercheurs comme Arnaud. Si vous avez des jours et des jours à perdre, vous allez sur le site de l'IFOP, ou mieux, vous tapez sur un moteur de recherche IFOP droite, IFOP gauche, IFOP tatouage, IFOP des thèmes que vous... IFOP famille, j'ai une enquête sur le bonheur qui va sortir pour le journal L'Humanité la semaine prochaine. Et ben, j'ai essayé de trouver des rappels et j'ai trouvé des références des années 50, 60, 70, etc. Donc, quand vous entendez parler d'une enquête très rapidement décrite, je rentre dans ton domaine de référence, mais tu te vengeras en parlant du mien, si je puis dire. Quand vous entendez dans les médias parler d'une enquête où très vite, on ne donne pas le commanditaire, on ne dit pas quand ça a été fait, on ne dit pas qui a été interrogé, on ne dit pas quelle est la question. Parce que sur une question de sondage, tous les mots comptent. Chaque mot compte. Entre dire, êtes-vous pour ou contre l'autorisation de la baya et du camis, ou bien êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la baya et du camis, ça paraît être la même question, il suffit de répondre oui ou non. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes choses, ça ne renvoie pas au même imaginaire et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Donc sur le site des instituts, vous avez toutes les enquêtes, vous avez la méthodologie, vous avez la marge d'erreur. On parlera, j'imagine, des marges d'erreur et de l'interprétation et la prudence à avoir sur ce qu'est un sondage. Donc n'hésitez pas à y aller. Autre idée reçue, c'est l'idée que les instituts ne sont pas indépendants. Je vois beaucoup de critiques sur
Twitter, ah mais vous êtes gorgé d'argent public et donc vous êtes favorable. Alors quand c'est Sarko qui est au pouvoir, on est pro-Sarko, puis pro-Hollande, puis pro-Macron. Quand je fais un commentaire favorable, par exemple, à Marine Le Pen, je suis traité d'extrême droite, pas en tant que tel, mais son parti, ses idées, son audience, puis le lendemain de Macronard. Enfin voilà, il y a tout ce folklore. Oui, tout ce folklore critique autour des sondages. Moi, je vais vous dire, les instituts d'opinion français sont indépendants dans le sens où, contrairement aux États-Unis, où les instituts sont très marqués, très attachés à un camp, le Parti démocrate et le Parti républicain, l'IFOP, Sofres, Ipsos, sans trahir de secret, parfois ça sort dans la presse. Voilà, c'est l'IFOP qui a mené la grande consultation de septembre 2021 sur l'image des différents prétendants au congrès de LR, mais l'IFOP travaille pour le Parti communiste, l'IFOP travaille pour quasiment tous les partis, l'IFOP travaille pour le nouveau JDD, l'horrible nouveau JDD, entre guillemets, par rapport auquel il y a beaucoup de fantasmes, mais aussi, je vous le disais, on publie la semaine prochaine 2 enquêtes pour l'humanité, dont notre fameuse enquête sur l'identité de gauche. Voilà, la force. Dire qu'un institut est neutre, c'est faux, parce que personne n'est neutre. Une question n'est pas neutre. Elle renvoie, comme je le disais, à des imaginaires différents, mais je dirais que ce qui légitime le travail des instituts, c'est que, je pense, il n'y a aucun institut en France qui est vraiment adossé, ou vraiment ça se verrait, ça lui fait perdre de la crédibilité, qui serait adossé à tel ou tel parti, telle ou telle force politique. Voilà, pendant le mariage pour tous, l'IFOP a travaillé avec des associations qui étaient pro-mariage. On a travaillé avec la Manif pour tous également. On l'assume. L'idée, c'est que la question soit bien posée. L'idée, c'est que l'IFOP, et ça c'est Arnaud qui va en parler, surveille entre guillemets l'exploitation, l'usage du sondage, qui parfois peut être un mésusage, peut être une surexploitation, parce qu'un sondage, c'est une ressource pour un commanditaire, pour faire avancer sa cause, pour délégitimer les autres. Voilà, c'est notre travail, mais c'est vrai que dans ce monde ultra-médiatique, avec tous ces canaux, avec cette explosion des différents moyens de communication, c'est de plus en plus dur pour nous. C'est un vrai travail de surveiller l'usage de nos enquêtes. Alors, j'ai encore 16 minutes, mais je vais les utiliser. Donc voilà pour les idées reçues, mais il y en a d'autres. Avec vos questions, je pense que j'essaierai de déconstruire, si je puis dire, des choses qui me paraissent non pas exactes, mais très fortement exagérées. Alors, les commanditaires, ça peut être intéressant. Qui commande des enquêtes d'opinion? Qui commande? Je parle bien des enquêtes d'opinion, je ne parle pas du marketing, on va même dire des enquêtes électorales. Vous êtes représentant, adhérent, je pense tous, d'un parti politique, les Républicains. Peut-être pas, mais bon, vous êtes ici. Et c'est intéressant de voir qui peut commander des enquêtes. Voilà, on fera passer un petit panier à la fin une petite corbeille à la fin de l'intervention. Ça fera plaisir à Basile. Donc voilà. L'idée, qui commande des enquêtes d'opinion? D'abord, bien sûr, les médias. Les médias, alors je parlais du journal du dimanche, je l'assume. L'IFOP a un lien très fort avec ce journal, qui était dans les années 50 un supplément de François, puis qui s'est autonomisé. Les indices de popularité IFOP-JDD, c'est tout simplement le plus ancien sondage de la Ve République. Ça me permet de comparer la popularité du couple Macron-Borne avec celle de Mitterrand-Mauroy, Giscard Chirac, jusqu'à De Gaulle-Debré, si je ne me trompe pas. Quand tu as dit le couple Macron-Borne, le duo. Non, le duo de l'exécutif. De la même manière, voilà. Donc c'est-à-dire que pourquoi je donne cet exemple? Il y a des partenariats instituts médias de très très longue durée. IFOP et Paris Match, IFOP et le journal du dimanche, il y a Sofres et le Figaro, Ipsos Le Point. Et donc voilà, il y avait pendant longtemps BVA et Paris Match. Il y a d'abord les premiers commanditaires. Ce que vous voyez, ce sont les médias. Alors il y a une crise économique forte du côté des médias. Il y a moins de sondages qu'avant dans les médias, mais il y en a quand même beaucoup. Ceux qui commandent beaucoup d'enquêtes aux instituts d'opinion sont plutôt la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique, c'est le gouvernement, à travers un organe que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le SIG, le service d'information du gouvernement, qui est rattaché à l'hôtel Matignon, qui existe depuis très longtemps. Dans les années 80, il s'appelait le SID, le service d'information et de diffusion. On est passé de la diffusion à la communication, Arnaud pourra en parler, et c'est
un organisme qui, je dirais, supervise, coordonne toutes les enquêtes faites pour le gouvernement et pour chacun des ministères. Je vais dire pendant une seconde un peu de bien du quinquennat Hollande, ne sifflez pas, c'est sous François Hollande, mais ça avait été déjà initié sous Nicolas Sarkozy, que le SIG s'est employé à aussi superviser les sondages commandés par les ministères. Avant, et c'était, il faut le dire, une aubaine pour les instituts et un peu de gabegie pour nos deniers publics, pour notre argent, si je puis dire, les ministères commandaient beaucoup d'enquêtes dans leur coin, et c'est vrai que parfois, il y avait des choses qui doublonnaient, des enquêtes qui restaient dans les placards. Là, c'est depuis... Ça a commencé quand Nicolas Sarkozy a mis en place les appels d'offres pour l'Élysée sur le modèle de ceux du SIG. C'est maintenant très, très surveillé. Je déconstruis aussi une enquête. Un ministre qui s'entend bien avec un sondeur ne peut pas lui commander une enquête si ce sondeur n'est pas habilité à en réaliser. Tous les 3-4 ans, il y a des gros appels d'offres où les types d'enquêtes, le quantitatif, le qualitatif, les réunions de groupe, les entretiens, les enquêtes faites par téléphone, auprès du grand public, auprès de cibles particulières, sont, je dirais, attribués, après des appels d'offres extrêmement costauds, si je puis dire, à des compétitifs, merci, à des instituts, et le prix est le critère majeur. Là. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que l'État n'ait pas cherché l'efficacité d'économie, le rendement. Donc la sphère politique nationale, c'est d'abord le SIG. Depuis 2012, il n'y a plus d'enquête commandée par l'Élysée, puisque les lots qui avaient été mis en place sous le quinquennat Sarkozy ont été supprimés sous François Hollande, n'ont pas été reconduits par Emmanuel Macron. L'Élysée peut quand même faire commander des enquêtes via le SIG, via le parti du président ou d'une éventuelle chef de l'État, etc. Donc cette sphère publique, il y a la sphère nationale avec le SIG, il y a aussi la sphère locale. Et vous êtes peut-être, certains d'entre vous, élus locaux, il y a énormément d'enquêtes, et ça s'est beaucoup professionnalisé, qui sont commandées par des villes, des départements, des régions, des communautés d'agglomération. En ce moment, l'IFOP fait beaucoup d'enquêtes pour des villes à mi-mandat. Ce sont des enquêtes qui sont très rarement, à 3 ans du vote, des enquêtes électorales, mais c'est dans une ville donnée, faire un état de la satisfaction, des attentes des habitants vis-à-vis de la ville. Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, est-ce qu'on est content au global et dans le détail sur la propreté, la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité, etc. Et ce sont des enquêtes qui servent vraiment de tableau de bord pour les exécutifs. Là aussi, c'est fait avec des appels d'offres. Donc, sphère locale, sphère nationale, et puis, je vais passer vite parce que c'est moins notre sujet, les entreprises commandent énormément d'enquêtes d'opinion, je dis pas des enquêtes marketing, mais il y a en gros 2 gros types d'enquêtes. Il y a des enquêtes de climat social. Un grand groupe commande à l'IFOP, à Ipsos ou à BVA une enquête pour savoir comment leurs salariés vivent le travail, vivent l'accompagnement du changement dans un contexte où on parle de grandes démissions, où avec la baisse du chômage, les salariés ont peut-être plus la main, le rapport de force est moins favorable aux patrons, aux dirigeants que par le passé. C'est intéressant pour les directions des ressources humaines, pour les directions de la communication, de pouvoir avoir le pouls de ce qui se passe dans leur entreprise. Autre type d'enquête, et j'en aurai fini, les enquêtes d'image corporate, l'image externe d'une entreprise auprès des Français, auprès de ses clients, auprès des leaders d'opinion, auprès de la presse, etc. Donc on a une très grande diversité d'études. On peut avoir des demandes venant de particuliers eux-mêmes. Je n'ai pas cité les associations. On a parlé il y a quelques jours des difficultés des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur font partie d'un grand ensemble qui s'appelle France Générosité, où chaque association commande toutes les années à un institut, c'est l'IFOP qui a ce contrat, une grande enquête sur les donateurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, pourquoi ils donnent moins. Voilà. C'est l'idée, avec cet exemple, de vous dire que le sondage, quand un sondage est publié, c'est une information. Je laisserai Arnaud dire en quoi elle peut être exploitée, tordue, etc. Mais c'est d'abord une aide à la décision. Un commanditaire se pose une question et l'enquête va lui donner des éléments, non pas pour décider tout seul, mais pour faire avancer sa décision. Pour finir sur la politique et pour encore déconstruire un mythe, les médias disent les hommes politiques, les femmes politiques sont tous drogués au sondage, ils ne pensent qu'à ça. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a 2 figures
d'hommes politiques ou de femmes politiques que je n'ai jamais rencontrés en plus de 20 ans à être à leur contact. Je n'ai jamais rencontré un homme politique qui ne commandait aucune enquête, qui s'y désintéressait complètement, qui disait « je n'en commanderai jamais ». Enfin, il n'y en a pas. Un élu local en commande, un chef de parti en commande, un ministre en fait commander. Mais à l'inverse, j'ai rarement vu ce qu'on met souvent en avant de manière très caricaturale vis-à-vis du personnel politique qui, pour moi, a beaucoup de mérite de s'engager politiquement. J'ai rarement vu, ou même jamais, un homme politique, une femme politique obsédée par les sondages, qui va changer toutes ses idées en fonction de l'opinion publique, qui va être complètement dépourvu d'idées. Je vois plutôt une figure mixte de personnalité politique, oui, intéressée par les sondages. Quand X perd 5 points dans le baromètre IFOP fiducial pour match, bah, ça fait, voilà, il me passe un coup de fil, on essaie d'expliquer pourquoi. Quand il gagne quelques points, oui, ça fait fait plaisir, mais il y a beaucoup plus de distance que ce que l'on peut imaginer entre une personnalité politique, entre un parti et l'objet en quête d'opinion. Alors justement, ici on est chez les Républicains. Quel type d'enquête un parti politique, une formation partisane peut commander à l'IFOP? Elles sont rarement publiées, je vous le disais. Alors contre-exemple, ce que l'IFOP a fait avec LR, la structure partisane, et Gérard Larcher en septembre 2021, où on a fait cette grande enquête auprès de 15 000 personnes pour savoir comment les Français, comment les sympathisants LR, comment ceux de droite, comment ceux d'En Marche et ceux du RN voyaient la présidentielle et l'image comparée de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc. Cette enquête avait fait l'objet d'une restitution ici, donc l'enquête est publiée. La plupart du temps, reprenons cette idée du sondage comme aide à la décision. Ben, oui, les enquêtes que LR peut commander à l'IFOP ou à un autre institut ne sont pas diffusées. Très souvent, parce que vous êtes un parti politique, sont des enquêtes électorales. LR, comme je le disais, veut reprendre la ville de X à la gauche, veut gagner une de ses contributions. On va commander à l'IFOP une enquête qui servira non pas de décision absolue, mais d'aide à la décision pour la CNI, la Commission nationale d'investiture. Je ne sais plus qui la préside en ce moment pour LR. C'est Michel Tabarot, que j'aime beaucoup, voilà, je le dis. C'est Michel Tabarot qui passe par quelqu'un qui s'appelle Kamel Rezaghi, qui va lui dire, voilà, on va commander sur telle ou telle ville, sur telle ou telle circonscription, une enquête. Voilà, donc c'est l'aide à la décision. Ces enquêtes, il n'y a pas seulement de l'électoral pour qui vous allez voter, il y a de la notoriété, parce qu'avant même de savoir si on vote pour vous, est-ce que dans votre circonscription, est-ce que dans votre ville, l'opposant LR est connu ou pas, de la notoriété, de la popularité, des traits d'image, et puis des intentions de vote. Alors, LR aussi, comme les autres partis, peuvent commander les études qualitatives. Alors, les qualitatives, vous voyez ce que c'est. Le quanti, on mesure une opinion, une attitude, un comportement. C'est la plupart du temps ce qui est publié, ce que vous voyez dans la presse. Un qualitatif, c'est plutôt comprendre comment les opinions se structurent, comment elles émergent, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est sous-jacent. Et là, c'est soit des entretiens individuels qui durent 1 heure, 1 heure et demie, soit ce sont des réunions de groupe. Et c'est vrai que les partis politiques, sans trahir de secret, LR, le PS, le PC ou d'autres, font des enquêtes pour travailler sur l'image de tel ou tel dirigeant, essayer, alors je peux dire quelque chose qui date d'il y a 15-16 ans, donc il y a prescription. En 2008, l'UMP avait commandé une enquête à l'IFOP auprès d'habitants de la façade ouest, la façade atlantique, puisqu'on sortait des municipales mauvaises pour l'UMP et très mauvaises sur la façade atlantique. On essayait de comprendre qu'est-ce qui faisait que la droite avait perdu de l'influence dans ces régions-là, dans ces zones-là. Un sondage quantitatif aurait été inopérant. On aurait eu, les élections venaient en plus de se dérouler, mais un qualitatif, c'était de voir qu'est-ce qui se passait, quel rapport à la présidence Sarkozy, qu'est-ce qui faisait à cette époque que la gauche avait percé, etc., etc. Donc il y a également ces types d'enquêtes et un parti peut commander tout type d'enquête. Lors des États généraux de la droite, vous avez commandé une enquête à un de mes confrères sur les valeurs de la droite, mais il faut dire aussi, il y a une telle richesse de sondages publiés par l'IFOP et ses confrères qu'il y a beaucoup de sujets qui vous intéressent et qui n'est pas la peine, par rapport auxquels il n'est pas la peine, si je puis dire, de dépenser de l'argent. Il suffit de prendre
les enquêtes. Et comme je le disais, accessible sur nos sites. L'IFOP a une boucle avec les principaux dirigeants des partis politiques français, les principaux ministères, les hommes politiques, femmes politiques, pour qu'ils aient cette information. Pas la peine de commander pour LR une enquête sur pour ou contre l'uniforme à l'école, pour ou contre la baya. Elles ont été publiées ou elles vont être publiées. Donc voilà un peu quelle est, je dirais, l'économie des enquêtes d'opinion. J'ai 3 minutes encore avant que Arnaud puisse parler, mais qu'est-ce que l'on peut dire également? C'est que les instituts d'études travaillent énormément sur leurs données, sur leur manière de recueillir l'opinion, parce que les critiques sont extrêmement recevables, mais moi je les reçois très bien, sur le fait que c'est difficile de sonder les Français. Il est difficile de trouver les gens. Il y a les modes de recueil qui ont fortement changé. Il y a 30 ans, tout se faisait en face à face, puis par téléphone. Puis maintenant, les téléphones fixes, vous aviez toute la France, sauf les listes rouges, au bout du fil de manière extrêmement facile. On a des choses complètement éclatées. La plupart des enquêtes grand public se sont faites par Internet, en ligne, c'est-à-dire avec un smartphone ou un ordinateur. Il y a des limites à ce mode de recueil, mais électoralement, je l'assume, il a été très performant lors des dernières présidentielles par rapport au téléphone, où parfois il y avait des forces politiques qui étaient surdéclarées, un peu la gauche, beaucoup les écolos, et des forces politiques qui étaient sous-déclarées, bien sûr, la fameuse sous-déclaration du Front National. Voilà, tu vas y revenir, ça va être intéressant. Même chose, l'IFOP travaille sur les quotas. Vous savez que une enquête d'opinion auprès de 1000 personnes, comment on peut faire une enquête représentative? Pourquoi une enquête IFOP auprès de 1000 personnes est un peu plus fiable qu'une consultation sur Internet où vous avez 30 000 réponses? C'est que d'un côté, on ne sait pas qui répond, et là, grâce à l'INSEE, parce qu'en France, on a quelque chose de formidable qui s'appelle l'INSEE, l'Institut national de la statistique, et grâce à l'INSEE, on peut construire des échantillons représentatifs à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un département, d'une circonscription, d'un canton, d'un arrondissement, d'un quartier. C'est une force qu'a notre pays par rapport à l'Angleterre, par rapport même aux États-Unis, où tout est décentralisé. Et il y a des États où les statistiques sont très bonnes, d'autres où c'est catastrophique. On va peut-être revenir sur Trump, Clinton. Bon, restons sur l'exemple français, mais c'est intéressant. Mais l'IFOP travaille sur ça. Les quotas de base, on construit un échantillon représentatif avec le sexe, l'âge, la profession, la région, la catégorie d'agglomération. Je vois des critiques qui disent « Ah, mais vous avez interrogé que les urbains, que les bobos, que les... » Non, les 24% de Français vivant en commune rurale sont pris en compte dans nos enquêtes. Mais on a continué à travailler. On ne s'est pas contenté d'avoir ces 5 quotas. On sait très bien, par exemple, que moins on est diplômé et moins on va vouloir répondre à une enquête parce que ça m'emmerde, ça ne m'intéresse pas. Eh ben, nous avons, à l'IFOP depuis une vingtaine d'années, mais je crois que mes confrères le font aussi, ajouté un quota qui est le niveau de diplôme, pour avoir la part de Français pas diplômés. De la même manière, sur un sujet qui concerne les finances, le pouvoir d'achat, on a rajouté comme quota le fait de payer ou pas l'impôt sur le revenu. Beaucoup de Français, vous le savez, ne le payent pas. Voilà. Je vais en avoir fini. Voilà un peu pour l'économie générale, mais on va rentrer vraiment dans des cas très concrets avec Arnaud. Et moi, je reparlerai après de l'influence des sondages, parce que c'est la première question que vous me poserez, je pense. Est-ce que les sondages influencent le vote? Est-ce que les sondages font l'élection? Est-ce que sans sondage, Jospin aurait été qualifié au second tour? François Fillon l'aurait emporté? Valérie Pécresse aurait fait un meilleur score? C'est une question légitime sur laquelle on travaille énormément. Mais l'influence, dans le cadre d'une société d'influence, l'influence des enquêtes d'opinion sur les résultats électoraux, c'est la critique la plus récurrente, la plus fortement adressée aux instituts. Je vous remercie et je passe la parole à Arnaud. Merci Frédéric. J'ai fait 30 minutes. Oh, t'es trop fort. Moi, je voudrais... en complément de tout ça, revenir sur un certain nombre de faits historiques dans lesquels on peut trouver des illustrations de la problématique des sondages en matière d'usage ou de mésusage. Et j'insisterai même plutôt plus sur les mésusages parce que, comme je le disais, dans le cadre d'une formation comme ici, je pense que justement la prise de conscience des biais
dans l'usage des sondages et ce qui vous est le plus utile pour éviter de tomber vous-même éventuellement dans ce genre de travers. Alors, moi, j'ai 2 points saillants sur lesquels je voudrais insister. D'abord, pour expliquer pourquoi certains sondages ont été mal utilisés et ont mal aidé à la décision, puisque tu disais que c'est une aide à la décision. D'abord, il y aurait ce que je qualifierais de magie du chiffre. C'est-à-dire que la force du sondage, c'est de donner un chiffre. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, à partir du moment où on ne comprend pas et où on ne fait pas l'effort de comprendre comment est né ce chiffre, alors on le porte au nu et on n'a pas la distance critique nécessaire et on le prend, j'allais dire, au premier degré, alors que justement, si on commence à rentrer un peu dans la mécanique, eh bien, on peut se rendre compte que finalement, il faut relativiser ce chiffre, il faut le contextualiser et souvent, on a tendance à l'oublier, et ce d'autant plus que le chiffre dit ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est justement le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il y a dans les mésusages des sondages, on va trouver très souvent des gens qui utilisent et interprètent mal les sondages tout simplement parce qu'ils ont des biais cognitifs qu'on a tous. Hein. Il n'y a pas des génies qui n'ont aucun biais cognitif et puis il y a les imbéciles qui ont des biais cognitifs. Je suis le premier à avoir des biais cognitifs. Hein, voilà. Eh bien, on n'est pas totalement conscient de ces biais cognitifs et on a du mal à accepter un certain nombre de choses, alors on va s'inventer des tas de bonnes raisons pour ne pas en tenir compte, ou on va s'inventer une surinterprétation des choses pour... Voilà. Et je voudrais commencer par une anecdote historique, fondatrice, sur la campagne de 1969. J'ai réalisé il y a une vingtaine d'années des interviews au sein du CEVIPOF, où j'ai fait ma thèse, auprès de mes camarades qui ont créé les estimations électorales. Et une précision qui n'a pas été apportée par Frédéric, que je voudrais redire, je pense que je m'adresse à des politiques, donc ça doit normalement être clair, mais parfois pas toujours. Un sondage et une estimation électorale, ce n'est pas la même chose. Hein, c'est-à-dire que l'estimation électorale, ça repose sur énormément de travaux de sociologie électorale et de géographie électorale. Voilà pourquoi le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, a été pionnier. Avec des gens comme Jean Ranger, des gens comme Frédéric Bon, des gens comme Roland Quirol, Colette Ismal, enfin bref, Jean-Luc Parodi, bien sûr, et c'est de lui dont je vais parler. Et donc j'avais interrogé Jean-Luc Parodi justement sur la soirée, enfin, l'estimation de 1969. Et en fait, il y avait Fred Bon qui était sur une radio concurrente. Et donc, à un moment, ils inventent... Alors, je précise l'estimation électorale. L'idée, c'est Jean Ranger qui est le premier à avoir eu cette idée comme ça, qui dit, mais après tout, c'est jamais qu'une logique de tirage. Si on fait les 100 premiers bulletins dépouillés, c'est un tirage aléatoire. Voilà. Et donc, la force de l'estimation par rapport à un sondage, c'est que c'est sur des bulletins réellement exprimés, enfin un vote réellement exprimé, puisqu'on part des bulletins. Et puis après, on en tire un peu plus, et puis on affine, etc. Voilà. Et comme il y avait décalage horaire, si j'ose dire, entre fermeture des bureaux de vote à 18h, 18h30 et les résultats à 20h, et ben ça permettait à 20h de prononcer les résultats. Vous connaissez tout ça. Bon. Et donc, il y a cette technique qui est mise en œuvre. Et juste pour vous dire à quel point, justement, les biais cognitifs peuvent être importants, c'est Jean-Luc Parodi lui-même qui m'a raconté cette anecdote. Hein. Il m'a dit, bon, on avait inventé cet outil, mais c'était la première fois qu'on allait vraiment sortir ça comme ça. Et donc, et on s'appelle avec Fred Bon. On s'appelle parce qu'on voudrait vraiment savoir, etc. Et il me dit, c'était un jeu de poker menteur. C'était à celui qui dirait le premier, etc. Et il dit, finalement, c'est moi qui cède. Et puis je dis, donc alors, chiffre, par exemple, pour Gaston Defferre. Et il dit, il sort à 5. Et Fred Bon, il dit, moi, à 10.
oula. Donc là, c'est 100% de plus. Là, c'est... Et donc, Jean-Luc Paradis dit j'étais très ébranlé, c'est pas possible, enfin, etc. Et donc, en gros, il a dit il est à 6 et Fred Bon a dit il est à 9. Vous voyez, chacun fait un petit pas vers l'autre pour essayer de. Bon, enfin, en même temps, voilà. Et puis, donc, il avait 5, quoi. Hein, et c'était un four pour Gaston Defferre. Vous savez qu'en 69, contrairement à ce que disaient beaucoup de journalistes incultes le 21 avril 2002, ça a été la première fois que la gauche n'était pas au second tour de l'élection présidentielle, alors que le 21 avril 2002, pour la première fois, la gauche n'est pas au second tour. Bon, bref. Et donc, et évidemment, Jean-Luc Paradis a été voir Fred, qui était son collègue et ami, et puis il dit écoute, il sortait à 5, mais j'arrivais pas à le croire. Je me suis dit, on a merdé quelque part, voilà. Vous voyez. Donc, alors ça, c'est les tout débuts, etc. Mais ça dit quelque chose. Ça dit que même le créateur d'un dispositif de ce type peut, à un moment, avoir du mal à croire aux résultats que produit. Pardon ? Oui. Donc, il y a cette part, vous voyez, j'allais dire presque d'irrationnel, parce que quelqu'un qui est très scientifique, Fred Bon, c'était quelqu'un qui était bon, justement, eh bien, il n'arrivait pas à croire aux propres résultats que produisait la technique d'estimation électorale, qui a des proximités avec la technique des sondages, même si ce n'est pas exactement la même chose, je l'ai dit. Donc, une fois que j'ai dit ça, je voudrais revenir sur une anecdote que raconte Roland Quérol dans le livre que l'on a écrit et qui est sorti en avril sur mon voyage au cœur de la Ve République, hein, qui est le livre un peu de souvenirs de Roland, que j'ai l'honneur d'avoir réussi à convaincre de l'écrire, parce qu'il ne voulait pas le faire. Et justement, il raconte quelque chose qui va vous toucher plus directement au sein des Républicains, qui est l'opération de décision pour faire la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 par Jacques Chirac, qui reste dans toutes les mémoires comme un grand moment, comme un bon souvenir ici. Bien. Et donc, il se trouve que c'est l'Institut CSA qui obtient le marché. Roland raconte les conditions d'hyper-confidentialité. Enfin bref, il y avait tout un cérémonial là-dessus. Et donc, ils obtiennent le marché, mais en même temps, on ne dit pas exactement ce que ça va être, enfin, etc. Voilà. On finit par leur dire, c'est bon, c'est vous. Et donc, voilà, il faut tester les Français si on faisait une dissolution maintenant. Donc, l'Institut CSA, maison sérieuse, fait le job et revient avec les résultats dans une réunion où il y a et le président de la République et le Premier ministre, voilà, et dit ça marche pas bien. Les Français sont pas, c'est pas folichon là, c'est pas gagné, voilà. Et en plus, les Français n'acceptent pas bien l'idée de faire une dissolution, on comprend pas très bien, etc. Bon. Ok, très bien. Et puis, ils discutent un peu, puis ils s'en vont. Et puis, ils sont rappelés, nous dit Roland, parce qu'on dit, écoutez, voilà. En fait, on s'est trompé. Parce qu'on vous a demandé de faire une enquête auprès de tous les Français. Mais ce n'est pas le sujet. En fait, on s'en fout que une partie des Français, notamment ceux qui ne nous aiment pas, soient contre la dissolution. Ce qui est important, c'est de sonder le peuple de droite, quoi. Voilà. Donc, on vous demande de refaire une deuxième enquête sur... Oui. C'est de faire une deuxième enquête pour voir ce que le peuple de droite, les électeurs, pensent de la dissolution, s'ils acceptent et s'ils sont prêts, etc. Le CSA s'exécute, ils reviennent. Aussi, c'est Roland qui raconte ça, et je fais bref, je vous renvoie au livre si vous voulez les détails, mais et il dit pas mieux, ça marche pas beaucoup mieux auprès des électeurs de droite, parce que en fait c'est l'idée de la dissolution qui passe pas, et donc il essaye d'expliquer un petit peu, voilà, et Roland dit voilà, et Jacques Chirac a dit écoutez, c'est très bien, merci pour votre travail, mais vous savez, cette dissolution on la fera quand même. Donc tout est dit, c'est-à-dire que je commandite des sondages pour vérifier que mon intuition est bonne. Les sondages disent ça va pas être gagné. Eh ben, c'est pas grave, on la fera quand même.
avec quelque chose qui me paraît très important et que j'explique toujours en cours, c'est que là, il y a une difficulté à comprendre de la part de Dominique de Villepin notamment, qui était vraiment fer de lance de tout ça, c'est qu'il y a une grande différence entre des sondages d'intention de vote qu'ils avaient pu commander sur si l'élection avait lieu aujourd'hui, pour qui vous voteriez. Bon, c'est quand même un peu, comment dire, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Tout ça, c'est quand même très très improbable, mais bon, voilà. Et effectivement, le résultat nous dit que la droite peut encore l'emporter. Bon, et à partir de là, ils se sont nourris de cette projection-là, même si c'est pas une projection, mais une projection mentale, on va dire, pour dire finalement, on peut faire la dissolution. Sauf que il y a une différence, c'est si vous faites la dissolution, là, la réalité du scrutin repose sur un acte préalable qui est celui d'avoir fait le choix de dissoudre. Et du coup, quelque part, pour faire simple, vous transformez l'élection législative qui va arriver aussi en une forme de référendum, j'allais dire, pour ou contre la dissolution. Or, on sait que dans la tradition française, il n'y a pas de dissolution tactique à la britannique, où le Premier ministre peut, au moment le plus opportun, dissoudre. On songe à Margaret Thatcher, qui, juste après sa victoire au Malouines, enfin aux Falklands, dit voilà, c'est le moment de dissoudre, je suis en vague de popularité, et effectivement, elle emporte largement les élections. Non, on n'a pas ça en France. Et je peux me permettre de le dire chez les Républicains, c'est pas du tout la vision du général de Gaulle. La vision du général de Gaulle, c'est la dissolution en cas de crise. En 62, renversement de Georges Pompidou parce qu'il y a protestation contre ce référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Je dissous. Après mai 68, il y a eu cette crise. Je dissous. Donc pour le général de Gaulle, c'est très clair. La dissolution, c'est un moment important pour résoudre une crise démocratique, une crise politique. Et donc, il y a un geste qui est choisi, il y a un acte politique qui consiste à dire « je reviens vers les Français pour résoudre cette crise, pour qu'on tranche ». Pour ou contre, mais en tout cas, au moins les Français auront la parole pour trancher. Là, en l'occurrence, ça apparaît pour ce que c'est, une pure décision tactique, de confort électoral, etc., avec en plus très difficile à justifier, puisque Jacques Chirac arrive et dit en gros aux Français, alors qu'ils ont presque 70% de députés, j'ai besoin d'une majorité forte pour gouverner. C'est-à-dire que vous avez déjà une majorité absolue écrasante issue de 1993, donc qu'est-ce que vous voulez de plus, vous voyez ? Donc c'est très difficile à justifier, et évidemment les oppositions, qu'elles soient d'extrême droite ou de gauche, se sont jetées là-dessus sur dire ça cache quelque chose, pourquoi font-ils ça ? C'est parce que le budget... à cause des critères de Maastricht, de convergence, va être sévère. Enfin, vous voyez, après, évidemment, la boîte à fantasmes peut s'enclencher sans aucun problème et les oppositions peuvent s'en nourrir. Donc là, on voit bien comment il y a un mésusage d'une confiance dans des sondages de type « s'il y avait une élection », avec « oui, mais... » Si c'est vous qui avez causé l'élection, sans être capable de bien justifier les raisons de l'élection, ça change la perception qu'ont les électeurs du choix électoral, évidemment, puisque vous allez juger aussi l'acte qui a produit l'élection. Ensuite, je voudrais prendre un autre exemple, évidemment. C'est l'élection majeure qui est toujours posée comme exemple d'erreur. C'est l'élection, évidemment, du 21 avril 2002. L'élection du 21 avril 2002, elle est passionnante parce que, justement, elle permet d'identifier tout un tas de problèmes dans les usages et mésusages des sondages. Alors d'abord, et je vais revenir tout de suite sur la fin de ce que disait Frédéric, sur l'influence, moi, je trouve que c'est un merveilleux exemple par rapport à tous ceux qui sont dans le discours de la toute-puissance des sondages en termes d'influence, etc. Que nous ont dit les sondages ? Avec une constance rare, effectivement, des mois à l'avance, le second tour, ce sera Jacques Chirac contre Lionel Jospin. Alors là, mais vous pouvez y aller, etc.
Alors, il y a bien eu le troisième homme, Jean-Pierre Chevènement, des choses comme ça. Mais enfin, bon, il passait pas la rampe quand même. Donc, de toute façon, ça restait un deuxième tour. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ceux qui sont dans le discours de dénonciation des sondages comme la source d'influence, etc., sont dans un discours qui consiste à dire, ben voilà, à partir du moment où les sondages le disent, les Français finissent par le croire et ça produit ce que le sondage dit. Vous voyez, c'est une espèce d'influence directe sur le mode nous sommes une espèce de cire molle aristotélicienne, et puis le sondage dit ça sera ça, et les gens finissent par voter comme le sondage. C'est la vulgate qui est quand même très souvent, le plus souvent diffusée autour de l'influence supposée des sondages. Eh bien, si influence des sondages il y a eu en 2002, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu une influence, par exemple, chez Lionel Jospin, à coup sûr. Lionel Jospin qui s'est suicidé en direct dès le lendemain de l'annonce de sa candidature au journal télévisé en disant « Mon programme n'est pas socialiste ». Ah bon, j'étais là, j'étais sur mon canapé, je dis « Ah bon, mais qu'est-ce qu'il est alors ?» Et en fait, il fait tout un discours, il est déjà dans la campagne du second tour. C'est-à-dire que lui, il a cru, dur comme fer, que bon, c'était fait, que l'enjeu n'était pas de rassembler au premier tour, puis après d'élargir au second, comme disait Mitterrand, mais c'était, bon ben voilà, de toute façon, le deuxième tour, c'est acquis, et autant commencer dès le premier tour la campagne du second. Après, moi, j'ai une théorie que je défends bec et ongle, qui est que en fait, Lionel Jospin ne voulait pas être élu et qu'il a fait une campagne de gribouille. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour perdre cette élection. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Et la psychanalyse aussi peut être mobilisée sur le fait que sa campagne, il n'était là que pour être contre Jacques Chirac et il n'était pas... Voilà, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour parler de Jospin. Mais en tout état de cause, il s'est torpillé, et notamment en se projetant tout de suite. Et donc, il a cru les sondages de ce point de vue sur le mode, bon, bah, puisque c'est acquis, je peux déjà me projeter plus ou moins sur le second tour. Et puis surtout, ça a permis à des tas d'électeurs de gauche de croire qu'il était possible de s'affranchir d'un réflexe que vous connaissez tous, dit de vote utile. Vous avez pu en profiter parfois, Nicolas Sarkozy. Vous avez pu, lors de la dernière élection, vous avez vu à quel point le vote utile peut vous être négatif. Bon, donc, chez certains électeurs, il y a effectivement une propension à pouvoir, et notamment dans les derniers moments, ce qui rend aussi des fois parfois un petit peu difficile les sondages, sauf quand ils sont faits justement en rolling, justement on les a au jour le jour, et là c'est beaucoup plus efficace, et justement ça limite ces effets-là. Mais bref, des gens qui hésitent jusqu'au dernier moment, sont plus... et du coup, dire, ah ben quand même, il faudrait... bon... Ouais, mais Pécresse, elle n'a aucune chance. Bon, il vaut mieux Macron, parce qu'on ne sait jamais. On rend compte, si jamais c'est Marine Le Pen, Mélenchon, moi je me pends. Donc, bon, enfin voilà. Donc, il peut y avoir ça chez les électeurs. Ce n'est pas des millions et des millions d'électeurs qui font ça, mais ça a une influence quand même, le vote utile. Et en l'occurrence, certains se sont dit, il n'y a pas de vote utile à avoir. Alors, les gens se sont mis à l'aise. Tiens, je vais voter pour Besancenot, qui a dépassé les 5% à l'époque quand même. Et puis un peu pour Taubira, Chevènement, enfin tout ça. Et donc, il y a eu un éparpillement, façon Pulse, du vote en faveur des candidats de gauche, qui a abouti à l'affaiblissement du score de Lionel Jospin, au point d'être dépassé par Jean-Marie Le Pen, comme vous le savez. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que par rapport à la vulgate sur les sondages, les gens votent comme les sondages disent, certains disent, tiens, ça fait partie, c'est un élément d'information parmi d'autres. Il y a l'information sur les candidats, il y a ce que disent l'opinion publique, ce que disent les amis, les voisins, les trucs, il y a aussi les sondages, ça fait partie du paysage informationnel, et je peux intégrer ça dans mon logiciel. Bon, Jospin, c'est pas mal, mais bon, je voterai pour lui au second tour. Mais voilà.
Et on a une trace de ça. On a 2 traces de ça statistiques dans les sondages. D'abord, il y a eu des sondages qui ont été faits après coup. Et le remords, quoi, le regret. Alors, 50% des électeurs Taubira disent « Ah bah oui, si j'étais à refaire, j'aurais voté Jospin, etc. » Donc là, évidemment. Et puis, vous en avez une trace dans les enquêtes du Cevipof. Des enquêtes qui ne sont pas du tout des enquêtes forcément électorales, etc. Mais dans les enquêtes de l'automne 2022, sur des enquêtes politiques, dans lesquelles il y a les fameux critères habituels, identification partisane, etc., il y a ce qui est un élément important, puisqu'on pose souvent les deux, puisqu'il y a des gens, il y a l'identification partisane, et puis il y a ce qu'ils ont voté. Et parfois, il y a des petits ajustements à faire entre les deux. Bon. Donc, pour blinder, on met les deux. Et là, Jospin sortait à plus de 20%. C'est pas une enquête sur qu'avez-vous voté, mais c'est une enquête sur tout à fait autre chose, dans laquelle, à un moment, on pose la question « qu'avez-vous voté ?» Et donc, il y a une part de remords, et qui s'exprime sous forme d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire que des gens, dans des enquêtes qui ne sont pas des enquêtes retour sur le 21 avril, surdéclarent Lionel Jospin. Parce qu'ils ont quelque part, ils ont un peu honte d'avouer qu'ils ont contribué à la chute de leur leader, hein, bon, quelque chose comme ça. Bon. Donc, là aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que, justement, ça nous montre que le sondage, c'est un élément d'information qu'on peut prendre en compte, mais avec des gens qui en font un peu aussi ce qu'ils ont envie d'en faire, et pas forcément, puisque les sondages, comme je suis un peu, je vais voter comme les sondages le disent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et même exactement l'inverse dans un certain nombre de cas. Et puis revenons sur le vote Le Pen. À l'époque, nous sommes encore dans quelque chose où, même si ça a commencé à diminuer un peu, mais qui est une sous-déclaration, tu l'as dit un petit peu, Frédéric, une sous-déclaration du vote Front National. C'est-à-dire que si vous êtes contre le Front National, vous vous dites c'est une espèce de victoire morale sur les électeurs du Front National. Ils ont honte d'avouer à un enquêteur qu'ils votent pour le Front National. Et on le sait. Alors, il y avait, le spécialiste des audiences à Antenne 2, alors je nie pas, qui avait fait un article où il parlait de la télévision regardée et de la télévision déclarée. À l'époque des sondages en tête-à-tête, etc., il s'apercevait qu'il y avait un certain nombre de gens qui surdéclaraient, regardaient les émissions apostrophes ou machin, les émissions culturelles, etc., parce que ils n'osaient pas dire devant l'enquêteur, parfois, parce qu'ils se sentaient jugés. Parce que même si les protocoles sont bien faits, etc., à travers la figure de l'enquêteur, il y a la figure de l'autruche généralisé, comme disent les philosophes. Hein. C'est-à-dire que quelque part, on se sent un peu jugé. Donc on n'ose pas trop dire que, on regarde que des trucs dont on sait que c'est jugé être des programmes débiles ou je ne sais pas quoi, par l'intelligentsia ou que sais-je. Enfin, vous voyez l'idée. Bon. Et donc, il avait fait un article sur télévision regardée, télévision déclarée, où il s'amusait justement à regarder les écarts qui pouvaient exister entre ce que l'on savait de la consommation à travers les chiffres d'audience et ce que les gens en disaient, en essayant de réfléchir justement à ces écarts et où porter les différences, justement. Et c'était notamment sur les émissions culturelles qui étaient surdéclarées, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde regardait Arte. Vous voyez, évidemment, j'exagère, mais vous voyez, personne n'y croit, mais bon, voilà. Bon. Donc, il y a eu toute une période où le discours de dénonciation du Front National, de Jean-Marie Le Pen, du parti, de l'idéologie, etc., portait, au sens où une partie des électeurs n'osait pas forcément déclarer. Bon. Et nous sommes encore... Et alors, tout ça était corrigé par les instituts de sondage
à travers ce qu'on appelait les coefficients de redressement. Hein, donc, et il y avait, comment dire, tu l'as dit à CSA, notre ami avec Roland, Stéphane Rosès, merci, qui fait une interview à Libération et qui dit, comme ça, hein, crûment, il dit, bah oui, le taux de redressement, bah, c'est un peu la méthode pifométrique. Hein, il le dit, hein, comme ça. Alors, c'est pas vrai, c'est-à-dire, mais oui, non, mais c'est une coquetterie qu'il se donne dans une interview à la presse, mais en même temps, quand même. C'est-à-dire que l'idée, c'est, voilà, si je vais pousser, je vais exagérer, c'est pas la réalité exacte, mais pour montrer, si le score de Jean-Marie Le Pen sort à 6, vous savez très bien que la fois d'avant, à l'élection présidentielle précédente, il a fait 14, vous vous dites, bon, là, ça va pas, quoi. Enfin, et donc, vous vous dites, 6, si je dis le chiffre 6, vous savez que c'est faux. Donc, vous ne pouvez pas balancer le sondage comme ça. Donc, il faut appliquer un coefficient de redressement. Et donc, on tient compte des précédentes élections, on tient compte d'un certain nombre de critères, et on applique. Mais alors, on multiplie par 2,1, 2,2, 2,3, enfin bon, voilà. Les instituts n'avaient pas exactement le même coefficient forcément, bon, voilà, et on ajuste. Le seul petit problème avec cette méthode, qui est très juste statistiquement, c'est que ça repose sur l'analyse de l'écart possible avec l'élection précédente. Mais quand vous êtes dans un parti qui est en dynamique ascendante, vous pouvez, dans le coefficient de redressement, négliger peut-être la partie qui est non pas la sous-déclaration par rapport à l'élection précédente, mais aussi la partie qui est que, de toute façon, en plus, c'est un parti ascendant. Et on a eu un peu le même problème dans le déclin du Parti communiste, dans les années 80, où il y avait là aussi parfois chez certains électeurs une sous-déclaration du vote communiste, mais alors on appliquait un petit peu de là, puis finalement, comme il était en déclin, il y a eu certains sondages qui ont donné des proportions au Parti communiste qui étaient un peu plus importantes que ce qu'il avait réellement, parce qu'il était dans une dynamique descendante. Hein. Bon. Donc, on a ce type de problème qui peut jouer, hein, et qui peut faire que... alors, moins en 2002 qu'en 95 hein, et en 88, mais il reste la queue de comète de ça, de l'incertitude, où poser exactement le curseur et repérer la dynamique des choses pour avoir le parfait coefficient de redressement. Donc ça, c'est un premier élément. Et j'ajoute que tu as dit il y a eu une évolution dans la quête sur le sondage. Ben justement, par rapport à tous les discours sur oui, les sondages en ligne, tout ça, etc., ben ça, par exemple, c'est perdu, c'est fini, ça. C'est-à-dire que l'avantage de la méthode en ligne, c'est qu'a priori, il n'y a plus un enquêteur devant vous et vous n'allez pas dire je regarde Arte, je regarde les trucs débiles, machin, donc je regarde Arte. Non, je ne vote pas Front National, je vais m'abstenir. Enfin, vous voyez, parce que vous vous sentez plus jugé. Donc, voilà. Et j'ajoute que la dédiabolisation, ce qu'on pourrait même aussi appeler la banalisation du Rassemblement national à travers la figure de Marine Le Pen, ce qu'elle dit, etc., fait que, en plus, j'allais dire, il n'y a plus de raison qu'un certain nombre d'électeurs cachent qu'ils votent Rassemblement national. Ils n'ont plus honte de dire qu'ils vont voter pour Marine Le Pen. Donc tout ça rassemblé fait qu'il n'y a plus du tout ces biais-là déclaratifs qui ont pu exister. Et donc on voit qu'il y a des incertitudes, mais bon an, mal an, Lionel Jospin est devant, et puis Jean-Marie Le Pen est en troisième. Arrive la question de l'utilisation médiatique de ces sondages en 21 avril 2002, puisque là aussi, il y a cette question, dans les mésusages, il y a aussi les médias. Et je vais dire tout de suite quelque chose, avant d'insister sur les mésusages médiatiques des sondages, qui est que les premiers conscients de ces mésusages, ce sont les instituts de sondage, et que vous avez fait, à l'IFOP et ailleurs, un énorme travail, un formidable travail que je tiens à saluer ici, de pédagogie active à destination de vos commanditaires médiatiques, pour bien expliquer les choses, que même dans la publicité que vous donnez à travers ce que tu disais, la publication, y compris du dossier complet, avec tous les chiffres, avec tous les critères, les quotas, etc. Le fait que systématiquement, il y ait le tableau
des marges d'erreur, des marges d'incertitude, etc. Bon, enfin bref, fait que normalement, si on fait l'effort un tout petit peu intellectuel de se servir de ce que les instituts de sondage mettent gracieusement à destination de leurs commanditaires pour éviter les mésinterprétations, ça devrait les limiter considérablement. Alors, certains journalistes savent faire ça, ont pris conscience de ça, mais parfois il y a encore des trous dans la raquette. Et le 21 avril 2002, il y en avait. Et en même temps, je vais reboucler sur ce que je vous ai dit sur... voilà. Oui, j'ai presque fini, donc ça. La question, c'est est-ce qu'on pouvait voir les choses? Alors, plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est que on peut voir dans la toute dernière semaine une dynamique, parce que les sondages électoraux sont d'autant plus performants, non pas ce que ne cessent de dire les instituts de sondage, si on les considère comme des photographies, parce que c'est des photographies à un instant T, mais si on les place dans leur dynamique. Et parce que parfois, le sondage peut se tromper un petit peu sur le résultat final, etc. Mais je ne connais pas, enfin peut-être que toi tu en as vu, mais moi je ne connais pas d'institut de sondage, de situation où les sondages n'aient pas réussi à identifier au moins des dynamiques. Au sens, lui il baisse plus tôt, lui il monte plus tôt, etc. Après, on peut pas bien voir le niveau de baisse, le niveau de hausse, mais les dynamiques, elles se repèrent. Bon. Et donc, il y a une dynamique, enfin deux dynamiques inverses qui se dégagent dans la dernière semaine, celle où Jospin est en train de baisser et celle où, de l'autre côté, Jean-Marie Le Pen est en train de monter. Donc, c'est important de se dire, ah, voilà. Et d'ailleurs, vous avez à un moment clé, le mardi matin, avant le scrutin du dimanche, où, dans l'équipe de campagne de Jospin, vous avez le monsieur sondage du Parti socialiste Gérard Le Gall qui dit, écoutez, aujourd'hui, vu la dynamique, etc., il n'est plus impossible. Il ne dit pas Jospin va perdre, mais il dit, ce n'est plus impossible. Et ça rentre à l'intérieur des marges d'incertitude, etc. Et là, comment dire, Roland raconte dans le livre cette anecdote que j'ai racontée à Gérard Le Gall qui ne la connaissait pas. Il me dit ah ouais, bon, il a fait ça. Ouais, bon, enfin bref. Et donc, vous avez le directeur de campagne de Lionel Jospin, un certain Jean-Marc Ayrault, dont peut-être certains se souviennent qu'il a été Premier ministre, parce qu'on l'a un peu oublié. Bon. Et Jean-Marc Ayrault a téléphoné à Roland en lui disant, il dit, après, donc d'abord, Gérard Le Gall, il lui dit, t'es complètement, enfin, tu dis n'importe quoi, enfin, ils ne veulent pas le croire. Voilà, une stratégie de perdant, etc. Ils ne veulent pas le croire. Laurent Fabius, c'est impossible. Donc, et il téléphone à la sortie du truc à Roland Quérol. C'est Roland qui raconte l'anecdote. Et il dit, non, tu vois, Gérard, et il est devenu complètement nasbrog, il est devenu fou. Il dit que machin. Et il dit, bah écoute, on ne peut pas totalement l'exclure. Et il dit, ah bon, t'es devenu dingue toi aussi. Et plaf, il lui a raccroché au nez. Voilà. Donc, vous voyez là, ben, c'est ce que raconte Roland. Mais c'est très intéressant. Oui, oui. Donc, le biais, je vous parlais, le biais cognitif qui fait qu'à partir du moment où le sondage dit quelque chose qu'on n'a pas envie de croire, on pense qu'on est délirant, que c'est une surinterprétation, etc. etc. Bon. Et j'ajoute, et c'est du coup, du côté des médias. Du côté des médias, deux problèmes. Un, c'est qu'ils ont raisonné en chiffres bruts, en effet, parce que c'est plus vendeur, c'est plus facile, etc. Voilà, bon, écoutez, voilà, puisque c'est le chiffre qui est la moyenne à l'intérieur de la marge d'incertitude, bon, bah, si je fais, en gros, il y a 2 et 2, plus 2 et moins 2, on dit c'est 14, c'est entre 12 et 16, on dit 14, voilà, parce que si on dit c'est entre 12 et 16, effectivement, c'est pas tellement vendeur. La marge d'incertitude est telle qu'entre 12 et 16, effectivement, ça change beaucoup de choses, donc on va faire le chiffre, c'est 14, voilà. Bon. Et si vous raisonnez en termes de marge d'incertitude, etc., bah, à un moment ou à un autre, c'est pas la même chose de dire
Jospin est à 16 et Jean-Marie Le Pen est à 14. Hein, je donne des chiffres un peu. Voilà. Et que de dire Le Pen est entre 12 et 16 et Jospin est entre 15 et 18. Parce que tout d'un coup, si vous faites les deux parallèles, il y a une zone qui existe, une zone grise, celle où, dans la marge d'erreur, Le Pen finalement est entre 15 et 16, et celle où Jospin est entre 15 et 16. Et ça veut dire que peut-être que Jospin est à 15 et peut-être que Le Pen est à 16. Je donne deux petits éléments de complément là-dessus. J'étais pas à l'IFOP à l'époque, j'étais à l'Institut CSA. C'est CSA qui a mis Le Pen le plus haut. Il l'a mis à 14,5. Et c'est l'IFOP qui a mis Jospin le plus bas. Ils l'ont mis à 16. Aujourd'hui, avec la meilleure connaissance des enquêtes faites d'opinion, je pense que ce que tu dis aurait été vu beaucoup plus tôt. 16 d'un côté, 14,5. Les instituts publient leur marge d'erreur. C'est évident que ça n'était pas la même campagne. Et après, je te laisse conclure. Oui. Mais il y a aussi quelque chose qui est tellement évident qu'on ne le dit pas. Pourquoi il y a eu cette focalisation non pas pendant la campagne, non pas pendant 1 an, mais pendant 5 ans, que le second tour serait Jospin Chirac? Parce que un sondage, c'est le produit d'un contexte politique. Et tout le paysage médiatique et politique, c'était Chirac faisait quelque chose, Jospin faisait quelque chose. La conclusion, c'était on verra en 2002, la cohabitation se termine dans 5, 4, 3, 2, 1, une année, les Français trancheront. Et c'est d'ailleurs la même grille de lecture au moment de la cohabitation beaucoup plus courte de Chirac et François Mitterrand. C'était Mitterrand refuse de signer les ordonnances du 14 juillet 86. Chirac fait face à un mouvement au moment de la loi, du projet de loi de Vaquet-Monory. Ça se payera, ça se gagnera, ça sera tranché par 88. Je te laisse conclure pour qu'on puisse. Oui, absolument. Et après, du côté des médias, on n'a pas tellement voulu jouer ce jeu-là. Alors d'abord, je vais vous lire le communiqué du 16 avril 2022 de la Commission des sondages. La Commission rappelle qu'elle contrôle systématiquement. Après avoir constaté qu'un certain nombre de règles qu'elle est chargée de faire respecter avaient été méconnues, la Commission a été amenée à intervenir de plus en plus fréquemment depuis quelques semaines auprès des instituts de sondage ou des organes de presse qui ont assuré la diffusion des résultats. Elle estime nécessaire, à quelques jours du scrutin, d'insister sur la prudence avec laquelle les sondages d'intention de vote doivent être interprétés, et ceci pour 2 séries de raisons. Le premier tient aux modalités de constitution des échantillons des personnes interrogées, à la proportion élevée des personnes sondées n'exprimant aucun choix, et à celle, parmi les intentions exprimées, des personnes qui ne sont pas sûres de leur choix. La seconde tient à certains des procédés de redressement auxquels ont actuellement recours les instituts de sondage. Dans ces conditions, la Commission des sondages tient à souligner les limites de fiabilité des sondages. La Commission rappelle enfin que ces sondages ne sont qu'un instrument d'analyse de l'opinion publique et non pas un outil de prévision des résultats électoraux. Donc il y avait quand même, le 16 avril, la volonté par la Commission des sondages de dire alerte, là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce communiqué a été repris par l'AFP, la Tribune, le Télégramme de Brest, l'Humanité et le Parisien sous forme de brève à chaque fois. Ça n'a fait la une de personne, etc. Et ensuite, l'autre élément sur les médias, vous avez l'Humanité. Bon, là je vais être cruel, je sais, mais vous avez l'Humanité qui va publier un éditorial dans lequel il dit mais ça va pas, c'est n'importe quoi, ça peut pas exister. On commence à faire entendre quelques jours avant que il pourrait y avoir une menace, etc. Et en fait, pas du tout, nous dit l'Humanité. C'est la grosse ficelle du vote utile qu'on nous ressort. La grosse ficelle du vote utile. Il y aurait un danger de deuxième tour Chirac-Le Pen, donc il faudrait sans tergiverser voter Jospin dès le premier tour. Le PS, qui depuis plusieurs jours est à la recherche de moyens pour doper son candidat, ne répugne pas à utiliser l'argument. Il est malsain. Gonfler le danger Le Pen à des fins de boutique, c'est lui donner encore plus de crédit qu'il n'en a. Il est mensonger, car son niveau dans les sondages n'est pas tel que l'hypothèse de sa présence au second tour soit crédible un seul instant. 18 avril 2002. D'accord ? Et pour terminer, et c'est vrai que c'est marrant parce que vous voyez, on dit puis les médias, puis après pour leur affinité politique, etc. Mais justement, lors d'un débat d'autoflagellation après le 21 avril, organisé à l'Assemblée nationale et publié dans la revue politique et parlementaire, vous avez François Vince-Dumas qui était le chef du service politique de Libération à l'époque. Et on lui dit mais il y avait quand même des éléments le jeudi qui laissaient entendre, etc. Pourquoi n'avez-vous pas fait la chose ?
Et François Vince-Dumas, qui roulait pourtant pour le Parti social, enfin pour le candidat Jospin, il n'y a pas de doute possible. François Vince-Dumas, il dit bah non, écoutez, on ne l'a pas fait parce que vu le climat, et vous voyez, l'humanité dit ça n'existe pas, c'est une menace. Dans le camp de la gauche, il y avait certains qui justement disaient cette menace n'existe pas, c'est un truc pour faire voter utile, machin. Et donc il dit on n'a pas osé le faire parce que bon, et vous comprenez, on aurait été victime de l'effet bison futé. Bison futé, ça vous donne, j'en finis là, ça vous donne les prévisions. Surtout, ne partez pas le samedi entre 8h et 12h. Attendez l'après-midi. Si tout le monde utilisait la prévision de bison futé et se dit, bon, bah, moi, je ne pars pas entre 8 et 12, eh bien, vous avez machin qui est quand même parti à 8h et puis il dit, oh, quel con ce bison futé, enfin, ça roule tout seul. Et puis, tous ceux qui sont dans les bouchons entre 13 et 18, hein, quel con ce bison futé, il m'avait dit que, en plus, machin, il est déjà arrivé à la station de ski, et puis il me dit, ah, bah, c'est tranquille et tout, si j'avais su, je serais parti le matin, enfin bon, voilà. Et bien, il dit ça, il dit, si nous avions fait cette campagne, etc., ça aurait peut-être, et sans doute, peut-être convaincu un certain nombre d'électeurs de voter utile, enfin bon, et si ça avait été le cas, on nous aurait accusés, du coup, d'avoir monté de toutes pièces cette menace, puisque de toute façon, Le Pen n'était pas au second tour. Et donc, il dit, face à ce piège, et vu que c'était incertain, etc., nous avons préféré ne pas faire la une là-dessus. Voyez, donc, ils se piègent eux-mêmes, en quelque sorte, même si c'était une presse militante, en disant, on voulait... Mais comme il y avait dissension au sein de la gauche, et c'est pour ça que, et j'en termine là, effectivement, le contexte politique d'usage des sondages est très important, parce que en fonction de l'interprétation qu'on veut avoir, il y a des choses qu'on fait dire au sondage, ou il y a des interprétations qu'on fait ou pas, et ça, c'est le danger qui vous guette en tant qu'élu, militant, hein. Faites très attention à ce contexte politique, à ne pas, j'allais dire, tomber dans vos propres biais de ce que vous auriez envie d'entendre, ce que vous pensez que doit être la bonne réponse, etc., compte tenu de votre militantisme, de vos objectifs, etc., parce que parfois, les chiffres sont têtus, comme les faits, disait Lénine, hein, les chiffres sont têtus. Voilà, j'en ai terminé. Alors, peut-être vous donner la parole, mais avant, voilà, 2 petits points. Je rebondis car tu as éclaté ton temps de parole, hein, comme un universitaire que tu es, mais c'est bien. Voyez, les intervenants s'engueulent, c'est toujours très bien. Non, par rapport à ce que tu as dit sur la sous-déclaration du vote Le Pen, c'est très intéressant. Le Pen arrive au second tour. Les estimations sont parfaites. Moi, j'étais à l'Institut CSA. Le Pen l'emporte que de 160 000 voix sur Jospin, mais jamais les estimations le mettent deuxième. Les premiers bureaux de vote, Jospin a toujours été troisième. Quelques jours après, François Vince-Dumas de Libération commande à l'IFOP une enquête d'attention de vote second tour. C'est extrêmement simple, ce type d'enquête. Il suffit de demander aux gens ce qu'ils ont voté au premier tour, ce qu'ils vont voter au second tour. Le vote Le Pen sort à 7%. Vous voyez, toujours cette sous-déclaration du vote parce que c'était lié à ce mode de recueil. Et deuxièmement, bon, c'était un paysage mental tel que ça ne pouvait pas être autre chose que la finale entre les deux cohabitants. Ça ne pouvait pas être autre chose. Et personne n'y croyait. Le contexte changerait beaucoup aujourd'hui. Il y a eu un moment, oui, la dynamique, est-ce que Mélenchon peut être au second tour, etc. Mais tout ce qu'on vient de se dire renvoie à la question de l'influence des sondages. Est-ce que les sondages influencent l'élection ? C'est une question qui s'est posée depuis très longtemps. La date que je vois, c'est 1974, parce que le second tour, Giscard-Mitterrand est extrêmement serré, moins de 600 000 voix, entre parenthèses. 600 000 voix d'avance pour Giscard d'Estaing, malgré un septennat très très difficile, où il a été cogné par le PC, par le PS, par Mitterrand, par Marchais. Jamais Marchais, jamais Mitterrand ne remettent en cause la légitimité de Giscard d'Estaing. Jamais ils disent c'est un président mal élu. On n'est pas dans le même contexte en 2022 où Emmanuel Macron l'emporte de 5 millions de voix et on entend Jean-Luc Mélenchon ou d'autres acteurs, vous voyez à qui je fais référence, remettre en cause la légitimité de l'élection du président de la République. On change d'époque. On remet en cause, on dit que les sondages ont pollué le scrutin de 1974, on crée la commission des sondages. En 1977, il y a une loi. On interdit la publication de sondages entre eux. Ça va être une question. Est-ce qu'il faut les interdire ? On va en parler. Entre le vendredi précédent, la semaine, 8 jours en gros, avant l'élection. Alors, je vais vous dire,
c'est une très bonne affaire pour les instituts de sondage parce qu'ils n'ont pas le droit de les publier. Ils ont le droit d'en faire. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je suis allé voir les archives papier de l'IFOP au moment du référendum de Maastricht, où la loi s'appliquait. Pas de sondage pendant 10 jours. Les banques américaines, les établissements japonais et tutti quanti qui ont commandé des enquêtes confidentielles à l'IFOP, à CSA, à Sofres ou ailleurs, c'est une bonne affaire. Mais pour moi, ça crée deux types de citoyens. Ceux qui ont accès à une information qu'ils payent et le kidam lambda qui a pas accès aux informations. Délit d'initié. Donc, la question de l'influence est là, elle s'est posée à chaque élection. Alors, l'IFOP a beaucoup réfléchi, la science politique américaine a beaucoup réfléchi. Alors, Arnaud en a parlé, il y a l'effet locomotive, je vais voter pour celui qui est en tête, c'est l'effet bandwagon, il y a l'effet underdog, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais c'est-à-dire, le candidat X a des difficultés, allez, je vais voter pour lui donner une petite chance. L'IFOP a fait un sondage en 2012. Il est assez ancien, mais je trouve qu'il est drôle. Il y a une enquête commandée par le Syntec. Le Syntec, c'est le syndicat des instituts de sondage. Et c'est une enquête sur les sondages. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. On demande un échantillon de Français. Est-ce que, d'après vous, les sondages électoraux influencent, on vraiment met le mot qui fait tâche, influencent le vote des Français? Oui, 75%, enfin de mémoire, 74, 77. Vraiment, on se dit qu'il y a un problème. Et quelques questions plus tard, sournoisement, on leur demande, et vous, diriez-vous que ces sondages influencent votre propre vote? Oui, 13%. Alors, vous voyez, l'influence, c'est pas moi, c'est les autres. Alors, maintenant, on va se parler très franchement. 13%, oublions les pourcentages. Ramenons ça au corps électoral. 13% du corps électoral de la présidentielle de 2022, ou même de 2017, allez, fâchons-nous un peu, 2017, ça fait 5 millions d'électeurs. François Fillon rate le second tour de 500 000 voix, 600 000 voix, Jospin de 200 000 voix. Donc, il y a quand même une question d'influence. Mais moi, je dis deux choses. Premièrement, nous sommes dans une société d'influence. Tout influence. Peut-être que notre échange va vous influencer pour vos votes futurs. C'est acquis. Oui, heureusement, au moins des bonnes choses. Mais quand on demande dans le sondage jour du vote IFOP fiducial pour TF1, qu'est-ce qui a permis aux Français de faire leur choix, les sondages arrivent en 12e position. Derrière les JT, les émissions politiques, les débats, les professions de foi, les discussions familiales, la radio, la PQR, les discussions amicales, etc. Enfin, l'influence est partout. Et les sondages, je pense qu'ils influencent. Mais faire reposer le monopole de l'influence sur une décision électorale qui est si compliquée, qui renvoie tellement de déterminants d'imaginaire, ça me paraît exagéré. Et je pense qu'il y a beaucoup de politiques, et j'en aurais fini pour vraiment qu'on commence à changer ensemble, d'hommes de médias qui ont une vision d'un électeur parfait, d'un électeur qui, pendant quelques jours avant le vote, va s'enfermer dans une cellule fermée, lire les professions de foi, se faire une idée par lui-même, lire tous les programmes, regarder tous les débats. Eh ben, cet électeur français, il existe, mais il est extrêmement marginal par rapport à nous tous, corps électoral, qui sont, je dirais, aux 4 vents de l'influence et de la décision. Voilà, j'en ai fini pour ce petit point de rebond. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Bonjour, merci pour ces exposés riches et intéressants. Moi, j'avais une question par rapport aux estimations. Aujourd'hui, on a des machines électroniques, qui permettent d'avoir le résultat définitif immédiatement. Donc, est-ce que ça va influencer quelque chose dans l'estimation qui est réalisée 1 heure avant la publication officielle? Et la deuxième question concerne effectivement, on dit que les sondages n'influencent pas, mais comment est-ce que vous choisissez par exemple une personne que vous allez mettre dans le sondage pour l'élection présidentielle? Je m'appelle César Allo, à quel moment vous allez me mettre dans le sondage pour voir si les Français vont voter pour moi par exemple? Je veux bien répondre au premier élément et puis c'est Frédéric pour le deuxième. En fait, l'estimation, ça repose sur les 100 premiers bulletins dépouillés. Enfin, et puis après, un peu plus, etc. On affine, comme ils disent. Donc, le fait qu'il y ait des machines électroniques qui peuvent accélérer le dépouillement, ça peut accélérer la remontée de l'information. Mais l'estimation,
elle repose sur d'autres choses que simplement des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des choix de bureaux qui sont pertinents, etc., et qui reposent sur de la sociologie électorale, qui reposent sur de la géographie électorale. La France est un des seuls pays au monde à faire des estimations électorales de ce type, parce que ça repose justement, et c'est pas un hasard si c'est le Cevipof c'est au Cevipof que ça a été créé, parce qu'il y avait une très longue tradition de géographie électorale à Sciences Po. C'est même un des pères fondateurs de l'école libre des sciences politiques, était un géographe politique. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut accélérer la remontée d'infos, d'accord ? De même que le téléphone mobile, par rapport, il fallait qu'ils sortent puis qu'ils aillent à la cabine téléphonique. Enfin, moi j'ai, voilà, donc ça accélère ça, mais ça ne change rien au fait que tout repose sur la sélection pertinente des bons bureaux. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, les bons bureaux, c'est pas forcément... Vous voyez, dans la mythologie, on dit un certain, il croit, il faudrait retrouver le bureau qui serait l'espèce d'archétype de la France, celui qui a voté exactement. Puis vous voyez, par exemple, vous prenez, machin a fait 10, 12, 14, 25 et 30, et vous essayez de repérer la ville où il y a eu 12, 14, 25 et 30, et vous vous dites, pour la prochaine fois, on n'a qu'à faire le truc là, puis ça sera le vote de la France. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et il faut choisir des bureaux. Et parfois même, d'ailleurs, un des choix, c'est prendre des bureaux très marqués. Parce que vous pouvez avoir intérêt à prendre des bureaux très typés. Parce que si vous avez un bureau très socialiste dans lequel il s'effondre de 25%, c'est vous dire si le vote socialiste est mal barré. Parce que si même là où... voilà, bon, je dis socialiste, j'aurais pu dire LR, parce que le monsieur rigole. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça ne change rien de ce point de vue. Oui, alors, pour répondre factuellement, l'IFOP, dans ses estimations, oui, on prend plus de bureaux électroniques pour aller plus vite dans le dépouillement. Parce qu'il y a une petite compétition entre les différentes chaînes et différents instituts pour être les premiers à... Tout le monde dit à 20h le chiffre, mais pour appeler des politiques, pour appeler les candidats. Donc nous, oui, dans notre échantillon, on a pris des bureaux électroniques. Alors par rapport à votre question, alors on ne vous met pas dans nos enquêtes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais l'IFOP pour des enquêtes en ligne, pour le rolling, l'enquête quotidienne que vous avez vue pendant la présidentielle 2022, 2017 et 2012, on travaille avec un fournisseur de panel, qui est le plus gros panel français, qui s'appelle Maximal Bilandi, et on va envoyer beaucoup de mails à toute une série de personnes, mais qui seront libres de répondre, qui pourront répondre si elles rentrent dans ce que j'appelais tout à l'heure les quotas. C'est-à-dire, si pour pouvoir avoir un échantillon représentatif, il nous manque des personnes âgées, des personnes jeunes, des ruraux, c'est dans ce cadre-là. Et j'en profite pour anticiper une question qu'on me posera, c'est « Ah, mais on parle des sondages tout le temps et j'ai jamais été interrogé par un institut de sondage. » J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Les sondages les plus classiques, c'est 1000 personnes. Il y a 46 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Ah oui, 49 millions qui ne sont pas inscrits et pas inscrits. C'est normal de ne pas être toujours interrogé parce que c'est un échantillon. C'est un échantillon d'une population de référence très large. Il y avait monsieur qui a posé une question. Voilà, qui se lève. C'est vrai que c'était la première main levée. Bonjour messieurs. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Anthony Enzo, je suis conseiller financier. J'ai une question rapide pour chacun d'entre vous. D'abord, monsieur Arnaud Mercier, quand vous dites que les gens, souvent, ils n'aiment pas avoir une réalité, et puis ils se créent une fausse réalité, ça s'appelle la dissonance cognitive. Et c'est vrai que c'est un gros problème de la société. Mais maintenant, j'arrive à la question. Alors, vous avez ramené des dossiers super intéressants. D'abord, monsieur Frédéric Dabi, je voudrais vous demander pour les impôts. Parce que vous parliez à un moment donné, il y a beaucoup de Français qui ne payent pas d'impôts. Mais je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, dans mon master, moi, je choisis d'utiliser la définition universelle d'impôt. Je veux dire, la différence entre le brut et le net. À partir du moment où moi, je considère que l'impôt, c'est la différence entre le brut et le net, c'est de l'impôt, peu importe. Ça, c'est ma définition. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et je trouve qu'en France, c'est beaucoup trop élevé. Et, je ne suis pas politique et je ne suis pas conseiller fiscal. Donc, moi, je peux répondre sur des questions d'enquête d'opinion, si je peux me permettre. Et maintenant, pour monsieur Mercier, c'est pour la dissolution. Parce que là, la dissolution, le problème, c'est que bon, il y a la dissolution à la british et il y a la dissolution à la française. Alors,
C'est super, ce serait vraiment bien si on pouvait faire des dissolutions à la british, parce que la dissolution à la française... attendez. J'ai l'impression qu'ils ne la veulent pas vraiment, parce qu'ils sont tous bien confortables avec leur salaire et tout, ils jouent du violon, mais la plupart, on sait très bien qu'ils ne veulent pas de dissolution. Écoutez, c'est surtout des opinions que vous avez émises, donc je n'ai pas énormément de choses à répondre. Je vais quand même répondre à la place de... Enfin, redire par rapport à ce qu'a dit Frédéric sur le fait que parmi les indicateurs de ce que la sociologie électorale nous apprend, c'est qu'effectivement, il y a des facteurs qui peuvent être très importants qu'on ne voit pas forcément par rapport à la classe sociale, l'âge, etc., même le niveau de diplôme. Et notamment, et au CEVIPOF, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, sur l'effet patrimoine, par exemple aussi. Le fait que quand vous possédez du patrimoine, plus vous possédez de patrimoine, plus vous avez une tendance à voter à droite. C'est même avéré. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet patrimoine. Donc, à partir du moment où la sociologie électorale arrive à mettre en évidence certains éléments, ça peut être intégré dans une méthode dite par quota, en disant, finalement, je vais prendre un autre exemple qui a pu amener à expliquer parfois certains flottements sur le repérage du vote ouvrier Front National. Parce que le problème, c'est qu'on dit la classe ouvrière. Bon, mais la classe ouvrière, elle est extrêmement éclatée. Je veux dire, par rapport à la représentation de la classe ouvrière, le Parti communiste des années 60, et même la classe ouvrière dans toute la sociologie critique à la Bourdieu, etc. Aujourd'hui, un chauffeur, livreur, indépendant, sous-traitant d'Amazon ou de la Colibos, il est ouvrier. Mais alors, il n'est pas en bleu de chauffe, il n'est pas avec 3000 gars qui sortent de l'usine, etc. Et donc, le problème, par exemple, et que peuvent être amenés à intégrer les instituts de sondage, qui peuvent amener parfois à ce que les quotas ne soient pas parfaits et que justement il y a toujours cet ajustement, c'est qu'est-ce que ça veut dire être ouvrier? Et est-ce que si par exemple, évidemment c'est pas comme ça que ça se passe, mais si on dit il me faut 30% d'ouvriers ou 20% dans mon sondage, etc., et qu'on va à l'usine, à la sortie de l'usine Peugeot et qu'on ramasse tous les ouvriers qui sortent, et ça y est, j'ai fait mon quota, tout ça je fais caricatural, hein, évidemment, vous n'avez pas une bonne représentation de ce que sont l'ensemble de ceux qui composent la classe ouvrière. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il voulait dire aussi sur, par exemple, ne pas payer d'impôts, au sens impôt sur le revenu, hein, stricto sensu, ça peut être un critère qu'il faut intégrer dans la représentation la plus fidèle possible d'une méthode de quota. C'est ça. Et en fait, un des jobs qu'a un sondeur quand on nous commande une enquête, c'est réfléchir aux critères, aux questions parallèles qui vont nous permettre de comprendre les résultats. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on fait pour les associations. Bien sûr, il faudra pouvoir identifier ceux qui donnent très régulièrement, ceux qui donnent jamais, ceux qui ont donné et qui ne donnent plus. Et ce que tu as dit sur les ouvriers, c'est très pertinent. On a le problème pour les retraités. Les médias parlent des retraités. Nous, dans nos enquêtes, quand on est sur des échantillons larges, j'essaye toujours de demander aux retraités dans quoi travaillez-vous pour avoir des retraités issus des catégories populaires et ceux issus des catégories moyennes supérieures. Ce n'est pas les mêmes retraités. J'ai commis un livre sur la jeunesse il y a 2 ans. J'ai eu le même constat de voir que parler des jeunes, parler des primo-votants, parler ceux qui votent pour la première fois à la présidentielle, parler des 18-30 ans, mais ça cache des réalités extrêmement diverses, ce qui doit nous permettre de mettre à distance et challenger un résultat de sondage que vous voyez par exemple dans la presse. Merci en tout cas pour votre intervention. J'ai 2 questions. Je suis en une qui rebondit un petit peu sur celle-là. On a l'impression qu'il y a une volatilité un peu plus grande de l'opinion ces dernières années. Est-ce que vous l'expliquez essentiellement justement parce qu'il y a moins d'invariants sociologiques dans la population française, ou est-ce que c'est, comme vous l'avez dit un peu, Monsieur Mercier, que les contextes politiques aussi, la vie politique s'est accélérée et qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Et la deuxième question, elle est sur l'influence. Je comprends et je vois bien ce que vous voulez dire sur l'influence pour un échantillon large et l'opinion publique en général, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'influence quand on a des échantillons courts, par exemple pour des primaires, qu'on s'intéresse essentiellement à des gens qui sont engagés en politique et où là peut-être que l'effet stratège est plus fort. Notamment, j'ai le souvenir en 2004 d'avoir rencontré Karl Rove qui expliquait comment il avait imposé
par des sondages, George Bush, en faisant la multiplication de petits sondages qu'il le donnait en tête à chaque fois pour favoriser cet effet stratège. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une vraie différence, notamment sur, et on l'a vu sur les précédentes primaires? Alors là, je partage complètement ce que vous dites. Ouais, je réponds à votre deuxième question, je te laisserai la première. Oui, bien sûr. Alors, plus le corps électoral, plus la population de référence est politisée. Alors, quelqu'un qui va voter à une primaire, c'est pas que des adhérents, c'est des sympathisants de droite pour la plupart du temps. C'est vrai que plus il est politisé, plus il va être peut-être plus volatile, plus il peut changer. Entre dire en début de campagne, je suis pro-Bruno Le Maire, et finir, j'ai Fillon, comme ça s'est vu dans beaucoup. C'est vrai que les enquêtes faites pour les primaires n'ont pas été parfaites, loin de là, mais elles ont toutes vu au moins la dynamique Fillon. L'effondrement Le Maire, l'effondrement NKM et une sorte de stagnation Juppé-Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que c'est là où la volatilité électorale peut être extrêmement forte, ce qui est compliqué pour nous. Alors, je fais une petite incise rapide. On a largement parlé du 21 avril 2002, qui est vraiment un exemple passionnant. Le vrai plantage, entre guillemets, des sondages, pour moi, c'est 95, parce que 2002, les sondages ont quand même vu la baisse de Jospin, la hausse de Le Pen, et il y avait, on ne va pas revenir, ce paysage mental qui disait ça va être que ce débat. 95, je ne sais pas si certains s'en souviennent, ceux qui étaient militants ou qui s'intéressaient à la chose publique, il n'y a pas une enquête d'opinion, pas une, hein, qui donne Lionel Jospin en tête. Jospin fait 23, Chirac fait 19,5-20 et Balladur fait 18. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que on avait, et là ça répond à votre question, Olivier, sur les primaires, il y avait entre voter Chirac et voter Balladur, on pouvait passer de l'un à l'autre. S'ils venaient du même parti, ce n'était pas le même style, ce n'était pas le même programme, mais il y avait une volatilité un peu comme une primaire où il n'y avait pas, je dirais, de renoncement ou de sacrifice intérieur à dire au début de campagne en janvier, je vais aller voter pour Balladur, et finalement, non, ça va être Chirac. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de campagne? Chirac a baissé. Comme souvent dans les campagnes de premier tour, Chirac baisse souvent en fin de campagne. C'était comme ça pour lui. Balladur est monté. Et c'est finalement Jospin qui a pu en profiter. Voilà. C'est une sorte de... Cette primaire de droite, dans le cadre d'une élection présidentielle, a entraîné, a suscité des mécanismes qu'on retrouve dans les primaires plus restreintes et les primaires de partis politiques. Alors, là aussi, je souscris parfaitement à votre analyse sur la volatilité. Alors, la volatilité électorale et même, là, j'allais dire, la labilité politique. Hein. Je crois beaucoup à ce que Zygmunt Bauman, qui était sociologue britannique d'origine polonaise, parlait de société liquide, de vie liquide, de vie politique liquide. Et cette idée de liquéfaction, même si elle est critiquée par un certain nombre de sociologues en disant que ce n'est pas vraiment complètement un concept, c'est plus un mot, etc. Mais quand même, ça nous dit quelque chose sur le fait que, effectivement, il y a une plus grande fluidité, une plus grande labilité, et qui correspond aussi à... et là, je vous renvoie aux travaux de Danilo Martuccelli, qui est pour moi un des sociologues les plus pertinents aujourd'hui en France, qui essaye par exemple, grammaire de l'individu, qui dit, il n'est pas le seul, mais celui qui, à mon avis, va le plus loin dans... finalement, c'est presque une remise en cause de la sociologie que nous vivons, au sens, la sociologie comme les grandes catégories sociales, etc., que ce soit les classes sociales ou que ce soit des effets de génération ou autre. Il dit, il y a de plus en plus une aspiration à une réalisation individuelle qui repose aussi sur des formes d'affranchissement par rapport à tout ce qui pourrait être des déterminations sociologiques collectives, et que dans ce cadre-là, pour chacun, alors je prends l'exemple de catholiques pratiquants qui disent si pour lutter contre le sida, il faut utiliser le préservatif, et même si Jean-Paul II est contre, tant pis, moi je vous dis, et je revendique pour moi-même ou pour des opérations. Donc, je m'affranchis de l'autorité tutélaire, de l'infaillibilité pontificale, etc. Et je fais ma religion un peu en kit, au sens, je prends des éléments du dogme, mais il y en a d'autres, non, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une caractéristique profonde de nos sociétés qui fait que si des déterminations sociologiques continuent à exister, elles restent pertinentes, on peut l'identifier, elles le sont un peu moins qu'avant, et on va retrouver un peu plus de quelque chose d'une
combinatoire entre ce qui relève de mes attachements collectifs, de mes déterminations, que j'assume ou pas, avec la volonté de s'affranchir et de s'affirmer. Et voilà. Et donc, dans mon parti, il y a plutôt une réticence au mariage homosexuel. Et bien moi, je forme l'association des gays de mon parti, parce que quand même, je me sens bien dans mon parti pour un tas de trucs, mais sur le reste, je ne veux pas. Hein, et au contraire, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et tout ça peut se retrouver avec en plus quelque chose qui est que vous éprouvez dans votre vie militante, c'est-à-dire quand même un mouvement plutôt de défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis de l'engagement. Enfin, tout le monde sait que l'engagement dans le parti politique, c'est pas le truc le plus facile à vendre à des camarades, parce que pas beaucoup de gens ont envie de militer, etc. Et donc, il y a cette forme de défiance. Et si vous mettez tout ça ensemble, ça donne effectivement beaucoup de volatilité électorale qui s'exprime de deux manières au moins. La première, c'est l'indécision. C'est-à-dire que, et les sondages le disent bien, il y a de plus en plus de gens qui disent que jusqu'au dernier moment, ils peuvent changer. Alors, changer, c'est pas j'hésite entre le Parti communiste et LR, mais c'est entre deux candidats que je juge assez proches, ou entre voter et s'abstenir. Voilà. Donc, il y a de l'indécision électorale. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les intermittents du vote, qui est un mouvement qui monte, c'est-à-dire des gens qui vont choisir d'aller voter pour tel ou tel. Et donc, par rapport au modèle démocratique, à la tradition républicaine, du devoir d'aller voter, etc., du devoir civique, où il y a des élections, j'y vais voter à chaque fois, vous avez des gens, dans une séquence par exemple présidentielle législative, qui peuvent aller voter au premier tour de la présidentielle, mais pas au deuxième, parce que maintenant mon candidat y est plus et je n'en veux aucun. Ou inversement, j'ai pas été voté au premier, mais je vais voter au deuxième, parce que maintenant il est hors de question que ça soit lui, donc je vais voter pour l'autre. Bon. Et puis qui vont voter aux deux premiers tours de la présidentielle, mais pas aux législatives, ou l'inverse, parce que la présidentielle, c'est quand même le scrutin important. Ou alors, non, moi ce qui m'importe c'est mon député. Enfin, vous voyez. Donc combien de pourcentage, vous savez à peu près sur les interventions ? L'INSEE a fait des choses là-dessus. Non, mais il suffit de faire déjà le différentiel entre la participation présidentielle, qui a été finalement bonne en 2022, et la participation aux législatives. Déjà, ça donne un élément. On peut prendre une dernière question ou c'est fini ? Très rapide. Ouais, une dernière question quand même. Il y a monsieur qui levait la main depuis un petit moment. Question très courte. Oui, bonjour et puis merci pour votre présentation. Donc, je voudrais savoir, par rapport au processus, est-ce que l'homme politique, est-ce que vous avez des analyses par rapport à la volonté de transformation de ce que le sondage peut représenter comme représentation justement ? C'est-à-dire que en fait, un sondage, c'est une photo à un instant T. Donc, est-ce que vous avez des analyses par rapport à ce que l'homme politique peut faire comme volonté de transformation? Alors, transformation, soit confirmation de ce sondage, soit lutter contre ce sondage. Alors, pardon ? Non, mais voilà. Non, mais j'entends ce que vous dites. J'ai essayé tout à l'heure de décrire un peu dans ma pratique professionnelle ce que j'ai vu comme attitude du côté des politiques. Certains suivent les sondages, d'autres s'en servent comme un outil d'aide à la décision. Je parlais des enquêtes de climat municipal, ce sont des véritables tableaux de bord pour voir thème par thème où est-ce que dans une ville les choses vont bien, vont mal. Il y a des exemples célèbres, alors Arnaud les a présentés, de femmes et d'hommes politiques qui n'écoutent pas, qui sont hermétiques au sondage. Il y a des exemples aussi plus mythiques et plus positifs. On se souvient du 16 mars 81, François Mitterrand qui est interrogé sur la peine de mort. Il sait que les Français sont défavorables à l'abolition, et il dit, compte tenu, qu'importe, j'abolirai la peine de mort. C'est des choses où, une fois de plus, le sondage, c'est pas la réalité, c'est une perception du réel. C'est pas la décision pour un politique, mais c'est une aide importante à la décision. Certains les suivent, d'autres vont contre, en espérant que la dynamique d'une campagne électorale, que leur aura personnelle, qu'un contexte, que
ce qu'est une élection, la confrontation de différentes offres, permettront de faire bouger l'opinion publique qui, je le disais au début de mon intervention, est beaucoup moins stable et beaucoup plus meuble et beaucoup plus, j'ai dit qu'elle s'était réseau socialisée et qui est beaucoup plus dynamique que par le passé. J'ajoute une phrase par rapport à ça. Moi, je pense qu'il existe des hommes politiques, des femmes politiques qui, dans le contexte électoral, en fonction de sondages, veulent effectivement agir de façon tactique en disant en réaction à. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est la plus mauvaise chose à faire parce que ça amène à vouloir faire des choses qui fait que vous sortez de votre ligne d'eau, que vous sortez de votre stratégie, que vous sortez d'eux et que souvent c'est un mouvement de panique qui aboutit pas du tout au résultat escompté, c'est-à-dire une adaptation en espérant renverser le cours des sondages, mais qu'en réalité, ça vous amène à vous enfoncer encore un peu plus. Je ne voudrais pas être cruel au sein des Républicains, mais la fin de campagne d'Édouard Balladur, à partir du moment où les sondages laissent très clairement entendre, alors qu'au tout début, il était élu dans un fauteuil, etc., a amené Édouard Balladur à réaliser des campagnes de communication qui étaient stupides du point de vue de l'image qu'il avait dans l'opinion, au sens une certaine solennité, etc. Il fallait capitaliser là-dessus, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire, et essayer d'aller faire du Jacques Chirac, etc., qui ne correspond pas du tout à sa personnalité, c'est grotesque, parce que ça l'amène à être dans des situations où personne ne croit à la sincérité de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça existe et ça peut aboutir à des coups de panique parce qu'on réagit et surréagit et on sort de sa ligne stratégique avec aucun intérêt, voire même pire, ça aggrave le phénomène qu'on est censé contrer. Voilà. Donc on va remercier Frédéric Dabi ainsi que Arnaud Mercier pour leur contribution.